Belle petite matinée printanière aujourd'hui. Habituellement, mes vidéos sont prévues d'avance et longuement préparées, mais celle-ci est assez impromptue, étant donné la victoire récente au Royaume-Uni, la victoire pour les femmes qui ont obtenu la reconnaissance explicite de l'existence de leur réalité sexuée. Alors, vous savez, après la victoire de Trump aux États-Unis, dont on aurait pu s'attendre à ce que je m'en réjouisse en tant que gender critical, étant donné que Trump a rétabli qu'il y a deux sexes, que les sports féminins sont exclusivement pour les filles et les femmes, etc. Non, j'ai jamais explosé de joie à cause d'aucun des gestes de Trump. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, c'est comme tout ou rien. C'est soit on reconnaît l'identité de genre, soit on reconnaît le sexe, comme s'il fallait choisir entre protéger les trans et protéger les femmes. Et je dirais même entre protéger les trans et protéger tous les autres. Parce qu'il n'y a pas seulement les femmes qui souhaitent que le sexe soit légalement et socialement reconnu et qu'on puisse en parler ouvertement sans risquer de conséquences sociales et légales. Alors, restons-en à la question cependant de l'équilibre entre les droits des femmes et ceux des personnes trans. On a d'un côté des gens qui veulent qu'on reconnaisse seulement l'identité de genre, et de l'autre, des gens qui veulent qu'on reconnaisse seulement le sexe sans faire la moindre place aux personnes trans, sans leur donner la moindre reconnaissance. Alors moi, j'ai toujours été pour qu'on accorde une reconnaissance aux personnes trans pour les protéger contre la discrimination, mais sans pour autant enlever la reconnaissance sociale et légale du sexe. Et là, je parle du sexe réel, pas celui auquel on s'auto-identifie indépendamment de la réalité. Et c'est pour ça que ce qui s'est passé au Royaume-Uni, ça m'a réjoui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, tout en définissant correctement ce qu'est une femme, qu'on est une femme par son sexe. Écoutez, là, je vais faire une parenthèse. Ça dépasse quand même l'entendement qu'on ait dû solliciter des tribunaux ou des gouvernements pour établir qu'il y a une différence entre un homme et une femme. Les enfants, des petits-enfants, sont capables de faire la différence. Des institutions devraient pouvoir consacrer leur temps à autre chose que d'énoncer des distinctions que même des petits-enfants sont capables de faire. Tout le monde sait très bien ce qu'est un homme et ce qu'est une femme et pourquoi c'est important de faire la différence. Mais il reste que les personnes trans existent, que dans leur cas, on ne peut pas se limiter à leur sexe pour dire qu'il faut les traiter exactement comme toutes les autres personnes de même sexe qu'elles-mêmes. On doit les accommoder, les reconnaître, les inclure à la société comme tous les humains. Alors, ce qui est très bien au Royaume-Uni, c'est que ça a été spécifié explicitement que ce n'est pas une victoire d'un groupe contre un autre. On reconnaît les femmes et les trans. Les femmes sont reconnues sur la base de leur sexe. Les personnes trans demeurent protégées sur la base de l'obtention d'un certificat de réassignation de genre. J'espère que d'autres pays vont suivre l'exemple du Royaume-Uni. Ce serait mieux que l'exemple des États-Unis, avec un gouvernement fédéral en ce moment qui ne donne aucune reconnaissance à la transidentité. Et c'est à noter d'ailleurs que la lutte pour rétablir la reconnaissance du sexe réel, elle n'est pas venue du même genre de groupe dans les deux pays. Aux États-Unis, c'était mené par des gens très conservateurs dont certaines têtes fortes ne reconnaissent absolument pas qu'être trans est une réalité. Ici, je pense à Matt Walsh et Michael Knowles. Au Royaume-Uni, c'est venu des femmes qu'on appelle des TERF, T-E-R-F. Alors même si TERF est censé vouloir dire féministe radicale qui exclut les trans,
En général, les femmes ciblées par cet acronyme-là, elles ne souhaitent pas exclure les personnes trans de la société. Elles sont généralement ouvertes à ce qu'on les reconnaisse et protège leurs droits, tant que ce n'est pas en enlevant aux femmes la reconnaissance légale et sociale de ce qui les caractérise, c'est-à-dire être des humains de sexe femelle. Alors tout ça, en plus d'être une bonne nouvelle pour les Anglaises, et pour les Anglais aussi, c'est une bonne nouvelle pour les gens comme moi. C'est-à-dire tous les gender critical aux positions modérées, y compris ceux qui ne vivent pas au Royaume-Uni. Ça se peut que ça devienne plus difficile de nous faire passer pour des fascistes anti-droits humains quand des pays démocratiques qui sont des pionniers dans la reconnaissance des droits humains sont au diapason avec nous. En fait, le résultat du processus au Royaume-Uni, c'est ce que je dis depuis toujours qu'on aurait dû mettre en place. C'est ce que je disais quand la loi C-16 était en préparation. Il faut qu'il y ait un critère faisant en sorte qu'on reconnaît les femmes et les protège contre la discrimination, et qu'il y ait un autre critère faisant en sorte qu'on reconnaît les personnes trans et qu'on les protège aussi contre la discrimination. C'est ça le résultat du processus au Royaume-Uni, et comme dit Marcus Dibb, c'est un win-win. Et non seulement c'est plus équitable, mais c'est aussi plus solide. Si on fait ça comme ça, les femmes ne sont pas pénalisées, du coup elles n'ont pas besoin de devenir des TERF. Et en plus, ça devient beaucoup plus difficile d'enlever leurs droits aux personnes trans si on n'a aucun argument pour démontrer que leurs droits sont conçus de telle manière qu'ils nuisent aux droits d'autres humains. Regardez comment ça s'est passé aux États-Unis. En adoptant la mentalité à l'effet qu'on doit choisir, soit on reconnaît le sexe, soit on reconnaît l'identité de genre, mais on est obligé de conclure que c'est l'un ou l'autre. Soit on protège les femmes, soit on protège les trans. Et en fait, étant donné que faire reconnaître la réalité du sexe et avoir le droit d'en parler et de s'y ajuster, ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne un peu tout le monde en fait. Carrément, le message qui a été reçu par beaucoup, c'est que on avait le choix, soit on protège les trans, soit on protège tous les autres. Mais c'est un faux dilemme, ça n'a pas besoin d'être comme ça. Et le problème, c'est de faire reposer les droits des trans sur la reconnaissance de la notion d'identité de genre. Cette notion-là pose problème, je le dis depuis longtemps, il me reste justement à développer là-dessus. Ceux qui ont promu la reconnaissance de l'identité de genre ont prétendu que ça n'enlevait pas de reconnaissance aux autres, à la majorité, parce que tout le monde avait toujours eu la reconnaissance de son identité de genre, étant donné... En fait, plutôt la majorité des gens étaient reconnus dans leur identité de genre parce que celle-ci était en ligne avec leur sexe. Et selon eux, la différence, c'est que désormais, la minorité dont l'identité de genre n'était pas reconnue parce qu'elle n'était pas en ligne avec leur sexe, sont désormais reconnus dans leur identité de genre. Alors, ils ont essayé de faire passer l'idée qu'on donnait de la reconnaissance aux personnes trans et non-binaires sans en enlever aux autres, parce qu'on continue de reconnaître l'identité de genre des personnes cisgenres. Mais le problème avec ce raisonnement-là, c'est que la majorité des gens, ils ont pas ça, une identité de genre. Ils ont un sexe qui est une réalité concrète et qui a plusieurs implications dans leur vie quotidienne. C'est ça qu'ils veulent qu'on reconnaisse et qu'on accommode. Pas leur identité de genre. Indépendamment que l'expression identité de genre ne réfère à rien de réel, ni même de précis, il faut ajouter que les gens, en général, ils n'utilisent pas cette expression-là. Ça concerne seulement les personnes qui s'identifient comme non-binaires et une partie des personnes trans. Une partie des personnes trans, parce qu'il y en a
qui n'utilisent pas cette notion-là non plus, qui vont dire que ce qui fait d'eux des trans, c'est pas une identité de genre, c'est la dysphorie et la transition qu'ils ont faite. Alors, remplacer le sexe par l'identité de genre, ça enlève bel et bien à la majorité des gens la reconnaissance de quelque chose d'important pour eux. Et on leur dit qu'à la place, on les reconnaît en fonction d'une chose à laquelle ils n'avaient pas pensé et dont on n'est même pas en mesure de leur expliquer concrètement ce que c'est. C'est pas étonnant que bien des gens aient considéré, pour diverses raisons, qu'on privilégiait une petite minorité au détriment de tous les autres. Et vous savez, même les militants qui promeuvent la notion d'identité de genre, ils en ont conscience au fond que l'identité de genre, ça ne concerne pas tout le monde. Même s'ils martèlent que tout le monde en a une. Quand on porte attention à leur attitude, à leurs propos, ils finissent par trahir qu'ils attribuent une identité de genre seulement aux personnes identifiées comme trans et comme non-binaires. Pour ça, j'aurais beaucoup d'exemples pour valider. J'en choisis deux. Un qui a été particulièrement flagrant dans l'actualité récente au Québec et l'autre qui m'a marqué pour des raisons plus personnelles. Alors, premier exemple, le comité de sages sur l'identité de genre nommé par le gouvernement. C'est un comité de sages sur l'identité de genre. Les transactivistes, les militants de l'idéologie queer, ceux qui promeuvent la notion d'identité de genre, ils ont protesté parce qu'il n'y avait pas de personnes trans ou non-binaires sur le comité. Et ils ont dit que les trans et les non-binaires sont les personnes concernées, que ça ne concerne pas tous les autres. Mais pourtant, c'est eux-mêmes qui disent que tout le monde a une identité de genre et que ceux qui ne sont pas trans ou non-binaires sont cisgenres. Mais si les cisgenres ont une identité de genre, en quoi est-ce qu'ils ne sont pas directement concernés par un comité sur l'identité de genre? Ces militants-là, ils révèlent qu'ils ont parfaitement conscience que la majorité des gens n'ont aucune revendication en lien avec leur identité de genre. Ils ne considèrent même pas en avoir une. Deuxième exemple, plus personnel, j'ai critiqué l'exposition unique en son genre. C'était une exposition qui portait sur le genre. Et dans l'exposition, comme dans tous les discours où on parle de genre, on disait que tout le monde a un genre. L'exposition parlait de tous les humains. Mais en l'occurrence, je me suis fait traiter de transphobe parce que j'avais critiqué l'exposition. On a dit que j'attaquais une exposition qui portait sur la communauté trans. Cette réaction-là, chez ceux que j'appelle communément mes haters, mes détracteurs, les militants woke que j'ai sur le dos, ils ont révélé par leur réaction qu'ils assimilent genre à transidentité. Ils ont parfaitement conscience que c'est pas tout le monde qui a ou revendique un genre. Bref, il faudrait que certains fassent un effort de franchise et de bonne foi pour l'admettre, mais manifestement, on s'entend tous pour dire que les personnes trans sont dans une situation particulière. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas établir les règles qui s'appliquent à tout le monde en fonction des personnes trans. Ce qui est bien avec le critère du Royaume-Uni qui interdit la discrimination envers les personnes qui ont obtenu un Gender Reassignment Certificate, c'est que là, on parle explicitement et honnêtement d'un critère qui ne concerne que les personnes trans. Il faut un critère comme ça. Être trans, c'est une réalité particulière dans une société libre, équitable et égalitaire. On doit accommoder les minorités pour les inclure en fonction de ce qui les caractérise, mais ça ne doit pas se faire en ignorant ce qui caractérise tous les autres. Les femmes ne sont pas une minorité, mais elles doivent quand même être accommodées pour être incluses à la société. J'espère que d'autres pays vont imiter le Royaume-Uni plutôt que les États-Unis.